Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Cette vidéo est une compilation de toutes les histoires du mois de novembre. Si vous aimez le format, vous pouvez me le faire savoir dans les commentaires. Je peux faire de même pour le reste de mes vidéos. Et c'est parti. Les rapports sur les sources orphelines de l'Agence internationale pour l'énergie atomique sont terrifiants et bien documentés, y compris des images vraiment graphiques. L'un de ces incidents les plus terribles est celui de Guyana, en 1987. Pour ceux qui ne le savent pas, un accident de source orpheline se produit lorsque du matériel radioactif perdu, provenant généralement d'un hôpital abandonné, est découvert par des personnes qui ne savent rien du danger. Ces personnes, ainsi que leurs familles, voisins et amis, sont par inadvertance exposés à des doses de radiation défigurantes et mortelles. Les gens invitent leurs voisins à voir l'étrange bizarrerie qu'ils viennent de trouver. Ils en donnent même de petits morceaux. Les enfants jouent avec de la poussière scintillante, sans se douter qu'ils se condamnent à une mort atroce. J'ai lu des récits horribles, ainsi que des témoignages des survivants qui décrivent les dégâts causés. L'exposition aiguë aux radiations est une façon vraiment cauchemardesque de mourir. Votre chair pourrit pendant des mois et finit par se détacher. Les greffes de peau sont inefficaces. Votre corps et votre esprit se détériorent lentement, dans une douleur inimaginable, tandis que les médecins sont impuissants à faire quoi que ce soit. Finalement, vous mourrez d'une infection ou d'une nécrose. Mon oncle était dans un bar, un soir, et il a commencé à parler à un type au hasard. Il l'a décrit comme étant un homme très gentil. Il l'a rencontré plusieurs fois au même endroit. Il buvait et parlait de choses et d'autres. Peu après, mon oncle a cessé de voir ce gars au bar. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé depuis, mais mon oncle m'a raconté un jour qu'il a été convoqué pour son devoir civique de juré. Il s'est présenté et a découvert la nature du procès. Un tueur en série, qui n'était autre que son ami du bar. Ce gars s'appelait Derek Toddley. Pour des raisons évidentes, mon oncle a été renvoyé de son devoir de juré. Je travaille la nuit dans une station-service. Je fais ce travail depuis un certain temps et j'ai été dans différentes stations, dans différentes régions qui avaient de différents niveaux de criminalité. On a des habitués bien sûr. Je suis une femme de petite taille, tout comme ma remplaçante. Les habitués s'inquiètent souvent pour nous et gardent un œil sur les événements effrayants quand ils le peuvent. Il y avait ce gars qui venait tous les matins pour acheter ses cigarettes. Un jour, il m'a demandé si ça m'arrivait d'avoir peur quand je bosse la nuit. J'ai répondu oui, parfois, mais je peux fermer la porte à clé et me cacher si nécessaire. En plus, la police provinciale avait un poste juste à proximité. J'avais de bons rapports avec eux. Il a hoché la tête et il m'a raconté une anecdote concernant son arrivée au Canada. Il est venu d'Europe de l'Est avec sa femme et son enfant à la fin des années 80. Un soir, il s'est endormi à la station-service où il travaillait la nuit. Lorsqu'il s'est réveillé, le téléphone sonnait depuis des heures et son directeur le secouait violemment en lui demandant s'il allait bien. Il a répondu « Oui, c'est quoi le problème? Désolé de m'être endormi. » Son directeur lui a dit qu'au contraire, c'est très bien qu'il soit resté endormi. Et ensuite, il lui a dit de jeter un œil à la station. La boutique était saccagée. L'huile moteur avait complètement disparu et l'extérieur du bâtiment était saccagé. Les voleurs ont pris ce qu'ils pouvaient, mais ils l'avaient laissé tranquille parce qu'il était dans les vapes. Mais ensuite,
Ils se sont rendus à la station suivante pour un nouveau crime. Cette fois, l'employé était debout et s'est même défendu. Les voleurs l'ont poignardé à mort et l'ont laissé se vider de son sang. Lorsqu'il a fini de me raconter ça, il a conclu en disant « Si jamais vous avez sommeil, pensez d'abord à fermer à clé. Ça pourrait vous sauver la vie. » Lors d'un incident survenu à Trinidad, des plongeurs qui faisaient la maintenance d'un oléoduc ont été instantanément aspirés par celui-ci. L'un d'entre eux a pu s'échapper à temps, mais 4 plongeurs sont restés coincés pendant des jours dans un petit tuyau enduit de pétrole. Ils avaient seulement une petite poche d'air pour respirer avant de mourir. Quand j'essaie d'imaginer ce que ça a pu être pour eux, je me sens extrêmement mal à l'aise. Dans les années 90, un infirmier du New Jersey a tué des centaines de patients. Parfois, il se faufilait dans les chambres des patients à la nuit et leur injectait des doses mortelles de médicaments. D'autres fois, il mettait les médicaments dans des poches de perfusion dans la salle d'approvisionnement, afin que plus tard, il tue n'importe quel patient au hasard. Il a été accusé à plusieurs reprises. Certains patients l'ont montré du doigt avant de mourir. Certains membres du personnel le trouvaient effrayant et dangereux et refusaient de travailler avec lui. Il a été renvoyé de différents établissements à plusieurs reprises. Mais les directeurs d'hôpitaux savaient que s'il était arrêté, ils seraient eux-mêmes poursuivis par les familles des patients qu'il avait assassinés. Ils l'ont donc simplement licencié et n'ont jamais appelé la police. Ça s'est produit dans 12 hôpitaux différents, sur une période de 16 ans. Les enquêteurs pensent qu'il a tué environ 400 personnes. Après son arrestation, il a avoué 40 meurtres. Pour 29 d'entre eux, il a donné suffisamment de détails pour être inculpé. Il a plaidé coupable. Il est lié à plus de 300 autres décès, mais les détails ne seront probablement jamais connus, étant donné que de nombreuses informations ont été perdues au fil du temps, ou détruites par les hôpitaux. À 17 ans, je traînais avec 2 de mes amis. Ils voulaient aller fumer de l'herbe dans les bois. Je n'en avais pas envie, alors je les ai juste déposés, et j'ai attendu dans la voiture. Au bout d'un moment, j'ai commencé à m'ennuyer, alors j'ai décidé d'aller les rejoindre. Il y avait 4 chemins qui partaient dans des directions différentes, alors j'ai pris le plus grand, au hasard. Après quelques minutes de marche dans la forêt noire, je suis tombé sur un creux dans le sentier. De l'autre côté, il y avait un banc à peine visible sous la lumière de la lune. Un homme était assis sur ce banc, et une autre personne se tenait devant lui. Je ne pouvais pas distinguer leur silhouette. J'étais convaincu qu'il s'agissait de mes amis. J'ai donc crié leur nom avant de m'approcher. Si vous avez déjà visité les bois la nuit, vous devriez connaître ce sentiment de malaise qui se manifeste parfois dans votre esprit. J'avais un mauvais pressentiment. Eh bien, il s'avère que juste après avoir appelé mes amis, les 2 silhouettes se retournent pour me faire face. Sans un mot, sans un bruit, le gars qui était assis se met à sprinter vers moi à toute vitesse, dans un silence total. J'étais choqué et je suis resté pétrifié pendant ce qui m'a semblé être une éternité. Puis quelque chose m'a fait sortir de ma torpeur. Je me suis retourné et j'ai commencé à courir dans l'autre direction pour me tirer de là. J'ai trébuché plusieurs fois parce que je ne voyais rien du tout. Je suis finalement sorti des bois et je me suis enfermé dans ma voiture, mais j'étais vraiment inquiet pour mes amis. Quelques minutes plus tard,
Je les vois tous les deux venir d'un chemin complètement différent. Ils m'ont dit qu'ils n'avaient vu personne. Et honnêtement, je les crois. Ma petite amie de l'université m'a appelé un soir. Elle m'a dit qu'un homme, dans un gros pick-up, n'arrêtait pas de la suivre. Il l'avait suivie sur plusieurs quartiers, et même lorsqu'elle tournait en rond. À l'époque, le tueur en série du bâton rouge était actif depuis un certain temps. D'après la police, le tueur conduisait apparemment le même gros pick-up, et ma copine correspondait au profil de la victime. Elle était brune, et vivait dans un quartier aisé. Elle gardait la maison de sa tante. Mon coloc et moi l'avons rejoint, et on a suivi les deux voitures pendant un certain temps. Comme elle habitait près de l'université, j'ai supposé qu'il s'agissait d'une blague d'étudiant stupide. Finalement, elle s'est garée devant la maison de sa tante. Le camion s'est arrêté 2 maisons plus loin, et on s'est garé derrière. Je lui ai dit que j'allais juste lui dire 2 mots, et je me dirige alors vers le pick-up. Le FBI dit que le tueur était de race blanche, mais j'ai vu que cet homme était afro-américain. Je lui ai expliqué qu'il n'y avait pas de problème, mais qu'il faisait peur à ma petite amie et qu'il devrait partir. Il m'a regardé de travers, mais il est finalement parti. J'ai revu ce type quelques mois plus tard, en couverture du journal de la ville. Il venait d'être arrêté. C'était bien lui, le tueur. Cette histoire m'est arrivée à moi. J'étais un petit enfant. J'avais peut-être 5 ou 6 ans. On vivait à la campagne. Ce n'était même pas une ville, juste un endroit. C'était le genre d'endroit où les gens ne ferment jamais à clé et où tout le monde se faisait confiance. On avait une vieille voisine qui était comme une grand-mère pour moi. Je passais chez elle pour prendre le goûter et elle avait une figurine de Monsieur Patate avec laquelle je jouais tout le temps, et qui appartenait à son fils. Un jour, son fils est rentré à la maison. Il avait une 20aine d'années. Il était dans l'armée, je crois. Je ne me souviens pas très bien de lui, mais il m'a demandé si j'aimerais aller camper avec lui. Et si je voulais, je pouvais aussi inviter mes grands frères. Ma mère a dit non. Elle avait un sentiment bizarre à son sujet. Elle m'a raconté qu'elle l'avait vu au magasin familial, avec des blessures sur ses bras et sous ses ongles. Elle a trouvé ça bizarre, et quand elle lui a posé des questions à ce sujet, elle a senti qu'il évitait de donner des réponses. Peu de temps après, on a appris que 3 campeurs avaient été assassinés, tout près de l'endroit où on vivait. C'était un couple et leur enfant. La police n'avait aucune piste, ni aucun suspect. Les gens étaient choqués. Ce genre de choses n'arrive jamais ici. Ma mère s'est alors souvenue de l'impression bizarre qu'elle avait eue à propos du fils de la voisine. Elle a appelé la police pour leur raconter son interaction. Elle leur a simplement dit « Ce n'est sûrement pas grand-chose, mais voilà ce que je sais. » Je me souviens qu'un jour, des inspecteurs sont venus chez nous pour lui parler. Ils avaient d'autres preuves qui correspondaient à son témoignage, mais pas assez pour le relier au meurtre. L'affaire n'est toujours pas résolue à ce jour, bien qu'un inspecteur disait qu'il était absolument certain que c'était lui. Quelques années plus tard, l'homme est allé en prison pour l'enlèvement et la tentative de meurtre d'une femme. Elle était tombée en panne d'essence et elle était montée dans sa voiture. Elle a survécu. Dieu merci. Un bruit de respiration. Une respiration absurdement lourde, juste à l'extérieur de ma tente. Elle était assez forte pour me réveiller.
C'était au milieu de la nuit. Pas de bruit d'animaux, pas de grognement, pas de bruit de pas. Juste la respiration de quelque chose qui semblait énorme. J'ai chargé mon fusil de chasse et je l'ai pointé dans la direction d'où venait le bruit. Et j'ai attendu, pendant ce qui m'a semblé une éternité. Mais ce n'était probablement que 2 à 3 minutes. Enfin, le bruit s'est arrêté. Je n'ai pas dormi de la nuit et je ne suis pas sorti avant le matin. Je n'ai vu aucun signe d'animaux ou d'intrus dans mon camp. Aucune trace de pas et rien n'était saccagé. Aujourd'hui encore, je ne sais pas ce que c'était. En tant que chasseur expérimenté, ayant déjà chassé des ours de mon camp, je n'ai jamais eu aussi peur de ma vie. J'ai 2 histoires. Voici la première. Je dormais dans mon hamac, dans les bois, quelque part sur le sentier des Appalaches. J'ai été réveillé par quelque chose qui marchait très silencieusement, en dessous du hamac. Cet animal était assez grand pour toucher mes pieds, quand il est passé en dessous de moi. Je suis resté pétrifié, pendant ce qui m'a semblé être une éternité. C'était probablement un cerf, mais il m'a donné une peur bleue. La seconde histoire s'est déroulée en Afrique. Je faisais une randonnée avec un groupe d'environ 8 amis. J'ai senti quelque chose derrière moi. Je me suis retourné et je me suis retrouvé nez à nez avec un babouin. Un mâle énorme et visiblement dominant. Je lui ai tendu mon sac et il l'a transporté à quelques mètres. Il s'est assis et m'a jeté des regards furtifs pendant qu'il ouvrait les fermetures éclairs et inspectait chaque objet. Il a mangé ce qu'il y avait à manger et laissé le reste. Il nous a ensuite poursuivis jusqu'à la sortie des gorges et il est revenu 2 fois pour prendre d'autres objets. Nous avons essayé de l'effrayer et nous l'avons même aspergé de gaz poivré, mais ça ne l'a pas déterré. Ce fut l'une des expériences les plus impressionnantes et des plus terrifiantes de ma vie, que j'espère ne jamais répéter. Il y a quelques années, je me trouvais à l'extrémité nord de la Colombie-Britannique, dans les îles près de Port Hardy. J'ai installé mon campement sur la plage, près du rivage, et j'ai sorti mon matériel de pêche. Je comptais attraper un poisson et le cuisiner sur le feu de camp. C'était vraiment parfait. Quelques heures passent et la nuit tombe. Je rentre dans ma tente et je m'endors rapidement. Plus tard, je suis réveillé par une respiration extrêmement forte, du côté de la plage. Elle semblait provenir de quelque chose de gigantesque. J'ai d'abord pensé qu'il s'agissait d'un ours, mais sur les îles où je me trouvais, les ours n'étaient pas courants, à tel point qu'aucun n'a jamais été documenté dans cette région. De tous les monstres qui auraient pu me venir à l'esprit, je me suis souvenu des légendes concernant Bigfoot. J'étais convaincu qu'il n'existait pas de Bigfoot. Mais alors qu'est-ce que c'était? J'ai repris mon courage à 2 mains et j'ai ouvert ma tente, ma lampe de poche en main. Je ne vois rien du tout. Je suis sorti de ma tente, prenant soin d'éclairer autour de moi, quand j'ai entendu le bruit à nouveau. Ce souffle énorme, suivi d'un éclaboussement. Je tourne ma lampe du côté de la plage et c'est là que j'aperçois un orque énorme qui se roule sur le sable, juste à l'endroit où se trouvait mon feu, maintenant submergé par la marée. Ce mastodonte m'a terrifié, mais c'est devenu l'un des événements les plus mémorables dont j'ai jamais été témoin. Je me suis assis et j'ai observé cet animal énorme se rouler et jouer dans le sable, à quelques mètres de moi. Je crois que j'en ai ensuite remarqué d'autres, au loin, dans l'océan. J'ai attendu qu'il s'en aille pour retourner me coucher. C'était une randonnée en solitaire, dans l'État de Washington. C'était la fin de l'automne,
Il faisait froid et il n'y avait que quelques personnes sur le sentier. J'étais à mi-chemin d'une montée raide et enlacée, et j'étais en train de m'allonger pour faire une pause, lorsque deux gars sont arrivés en face de moi. Ils allaient dans le sens inverse. Je leur ai fait un signe de la main, et ils ont fait de même. Alors qu'ils se rapprochent, l'un d'eux dit soudain « Oh, tu es toute seule ?» et sourit à son ami. J'ai eu un mauvais pressentiment, et je suppose que ma chienne l'a senti, parce qu'elle s'est levée et elle les a regardés d'un air sévère. C'est un gros labrador noir qui peut paraître très intimidant. L'expression des deux hommes a tout de suite changé lorsqu'ils l'ont vu, et ils se sont empressés de passer leur chemin. Je ne sais pas s'ils comptaient faire quelque chose de mal, mais j'ai choisi un endroit beaucoup moins visible pour dormir cette nuit-là. Je faisais une randonnée dans les bois, avec un groupe. Je suis un peu insomniaque, alors je me suis levé bien après tout le monde. Nous voulions faire des bagages aussi légers que possible, et c'était l'été. On a donc posé une bâche sur le sol et mis nos sacs de couchage dessus. On était donc complètement à l'air libre. Il était plus de minuit, et j'étais encore réveillé. C'est alors que j'ai entendu des bruits de pas. J'ai déjà entendu un cerf, un coyote, ou quelque chose à quatre pattes courir dans les broussailles. Mais là, il s'agissait d'une créature qui marche à deux pattes. Un humain. Cette personne, ou cette chose, s'est approchée du bord de la clairière, à environ 5 mètres de nous. Je pouvais à peine distinguer son ombre, sa silhouette. Mais il faisait nuit noire, et il était difficile de voir à quoi elle ressemblait exactement. On aurait dit que cette chose se balançait d'un côté à l'autre, ou alors qu'elle observait la clairière. Elle s'est alors retournée et s'est précipitée dans les bois, et je l'ai entendue courir. Une fois qu'elle s'est éloignée, j'ai senti que je pouvais enfin respirer. Je me suis demandé si je devrais réveiller quelqu'un. C'est alors que j'ai entendu un cri à glacer le sang, provenant de la direction où la chose s'est dirigée. J'ai réveillé mon ami, qui était le plus expérimenté et connaissait bien la région. Tout ce qu'il a dit, c'est « Mec, c'est juste un renard. Retourne te coucher. » Je lui ai dit que j'avais entendu les pas et que j'avais vu que ce n'était pas un renard, mais il a tout simplement rejeté l'idée et a insisté pour que je me rendorme. Je suis resté là pendant ce qui m'a semblé être une éternité, paranoïaque et terrifié, jusqu'à ce que j'abandonne et que je reprenne une autre dose de mes somnifères. Je me suis dit que la peur et l'anticipation étaient pires que d'être tué dans son sommeil. J'étais en train de camper dans une montagne enneigée pendant l'hiver, quand tout à coup, j'ai commencé à entendre des branches craquer et la neige crisser. Je jette un coup d'œil hors de ma tente pour voir un élan à environ 3 mètres de moi. Il avait la tête baissée vers le sol et il me fixait du regard. J'ai lentement rampé jusqu'à ma tente et il a continué à manger des brindilles. C'était techniquement dans la jungle, mais je pense que ça vaut la peine d'être mentionné. Il y a quelques années, j'ai fait du bénévolat en Amérique du Sud, dans un parc naturel. Il était pratiquement obligatoire d'utiliser des moustiquaires et des insecticides puissants. Et j'étais donc bien conscient que j'allais probablement avoir affaire à des insectes piqueurs. Le bâtiment dans lequel je logeais était une vieille cabane en bois et en briques, fissurée et déformée, sombre et humide. Je m'endormais assez facilement la plupart des nuits, mais le pire de ma curiosité m'a poussé une nuit à allumer ma lampe de poche. J'ai vu que dans presque chaque fissure de briques, il y avait des pattes d'araignée, mais pas simplement les mêmes pattes d'araignée, mais une belle variété. Des pattes poilues, maigres, colorées, épaisses, petites, grandes, dans tous les coins et recoins de ma chambre,
Et tout ce que j'avais contre les insectes, c'était ma moustiquaire. C'était absolument terrifiant. Il y a longtemps, je rentrais à pied chez mes parents à la campagne. C'était l'hiver et la nuit tombait vite. Je n'étais pas loin. Il me restait peut-être 1 kilomètre de marche à faire. De l'autre côté de la route, j'ai vu une lanterne, mais je n'ai pas pu voir les détails de la personne. Quelques secondes plus tard, cette personne m'éclaire avec la lampe, pendant ce qui m'a semblé être une éternité. Elle l'a ensuite éteinte et elle a disparu dans l'obscurité. Je pense que je n'ai jamais couru aussi vite de toute ma vie. Je faisais de la randonnée en pleine nuit, au fin fond d'une forêt nationale, et j'ai trouvé un feu de camp au milieu de nulle part. Je suis prudent. Je sais que les gens ont tendance à surgir de là où l'on s'y attend le moins. Mais en y regardant de plus près, j'ai vu quelque chose de bizarre dans le feu. J'ai utilisé une branche pour l'extraire. C'était un uniforme de l'armée américaine, ainsi que quelques autres objets. J'ai essayé de sortir le portefeuille pour vérifier s'il y avait des papiers d'identité. Mais les cartes étaient réduites à une grosse boule de plastique. J'ai signalé ça aux agents du parc, mais je ne sais pas s'ils ont découvert ce qui s'était passé. Il y a quelque chose de troublant dans cette histoire. Je campais seul une nuit et j'ai commencé à entendre des voix. J'écoutais de la musique et il était environ 2 heures du matin. La maison de mon grand-père se trouve à environ 3 kilomètres en aval de la rivière. J'ai donc pensé que c'était peut-être lui. Alors j'ai stoppé la musique pour pouvoir lui dire salut. C'est alors que j'ai entendu un chien et mes grands-parents n'ont pas de chien. J'ai entendu quelqu'un dire « le bruit était par là », ce qui m'a vraiment fait peur. J'ai donc grimpé sur l'un des arbres et je suis resté perché là pendant environ 5 à 7 minutes. Plus tard, j'ai vu une lampe de poche au loin ainsi que 2 personnes s'approcher. C'étaient 2 hommes et il y avait un énorme chien avec eux. Ils ont saccagé mon camp et je jure qu'ils auraient dû me remarquer parce qu'ils ont braqué leur lumière autour de moi, mais ils ont fini par s'en aller. Je suis redescendu quelques instants plus tard et j'ai commencé à marcher vers la maison. J'ai alors entendu 2 fortes détonations, comme 2 coups de fusil, et j'ai commencé à sprinter en direction de la maison. Une fois sur place, je suis resté 1 seconde sous le porche et j'ai vu leur lumière à l'orée des bois. Je peux vous assurer que je ne camperai plus jamais seul. Ce n'était pas la saison de chasse. Ils n'auraient pas dû sortir avec un fusil. Je déteste traverser les forêts sombres maintenant, et j'ai développé une paranoïa intense à cause de cette expérience. Mon amie m'a raconté une histoire qui lui était arrivée quand elle était jeune, vers l'âge de 8 ou 9 ans. Elle rentrait seule de l'école, et une fois devant la maison, elle a sorti sa clé. Sa mère, qui était célibataire, était normalement au boulot, et rentrait plus tard en soirée. Alors qu'elle était sur le point de rentrer, sa mère a ouvert. Elle était en robe de chambre, et elle était restée à la maison parce qu'elle était malade. À ce moment, au lieu de lui dire bonjour, elle a regardé derrière mon ami et a tout de suite demandé « Qui êtes-vous » Mon ami s'est retourné et un homme, vêtu d'un long manteau, s'est empressé de partir en courant. Le fait d'être malade ce jour-là
avait sauvé sa fille d'une chose potentiellement horrible. C'est très court comme histoire. Je parlais à quelqu'un qui était premier sur les lieux du massacre de Virginia Tech. Il m'a dit que même si la vue des cadavres était troublante, ce qui l'a vraiment marqué, c'est le son de tous les téléphones portables des victimes. C'étaient leurs proches qui appelaient pour demander si tout va bien. Mon oncle est pompier. Il a des choses horribles à raconter. L'une d'entre elles m'est restée en tête après des années. Un soir, il a été le premier à se rendre sur les lieux d'un accident de voiture. Une grume est tombée d'un gros camion de transport et a heurté la voiture qui se trouvait derrière lui. La grume a cisaillé le toit de la voiture. À l'intérieur, il y avait une mère, un père et un enfant sur la banquette arrière. L'enfant était allongé et dormait quand l'accident s'est produit. Il s'est réveillé dans le fracas de la voiture et a vu les corps sans vie de ses parents, toujours sur leur siège, sans tête. Cet enfant ne sera jamais le même. Lorsque j'avais 13 ans, mon père a été transporté à l'hôpital. Ma mère l'a rejoint, me laissant endormi dans la maison, seul. À leur retour, ils ont remarqué des empreintes de mains sur toutes les fenêtres du rez-de-chaussée de la maison et de la neige foulée sous le porche. Ils ont fouillé la maison, mais il n'y avait personne. Le lendemain, on a appris que notre voisin avait été tué dans son salon. Quand je pense que j'ai failli être assassiné ou pire, j'en ai des frissons dans le dos. Ça s'est passé quand j'avais 17 ans. Un soir, je suis allé sortir les poubelles, quand j'ai entendu un bruit dans le jardin. Ce bruit m'a fait peur, alors j'ai couru à l'intérieur. Tout le monde se moquait de moi, jusqu'à ce que ma mère me dise qu'elle avait entendu quelque chose dans la cave. Elle a décidé d'appeler la police. Elle était vraiment sûre d'avoir entendu quelque chose. C'était effrayant, parce que c'est toujours elle qui dit que les gens en rajoutent souvent, qu'ils réagissent de manière excessive. Après environ 1 heure, à ce stade, il est peut-être 2 heures du matin, les flics ne sont toujours pas arrivés. Et on est passé à autre chose, petit à petit, puisqu'on n'a rien entendu d'autre. On était assis à l'extérieur sur le porche, à l'écart de la lumière, lorsqu'une voiture a traversé notre rue, très lentement. Elle a éteint ses feux 2 maisons plus loin. Puis elle s'est arrêtée en face de chez nous. On est resté assis un moment, on n'osait pas bouger. Le conducteur est sorti, il a pris quelque chose dans son coffre et s'est mis à marcher. On décide alors qu'on en a eu assez de cette nuit effrayante et on est rentré à l'intérieur, en prenant soin de bien verrouiller les portes. La voiture est repartie immédiatement après ça, et environ 1 heure plus tard, un officier de police se présente enfin. On lui a raconté tout ce qui s'est passé, mais que c'est la voiture qui nous inquiète maintenant. Il est parti, on est allé nous coucher, et tout est resté calme, dehors, pour le reste de la nuit. Le lendemain soir, un peu avant minuit, ma mère a fait irruption dans ma chambre et m'a dit qu'il y avait un tas de véhicules d'urgence dans la rue. On est tous sortis et au bout de quelques minutes, ma mère a décidé de descendre et de parler aux équipes de journalistes pour voir ce qu'elles avaient à nous dire. Il s'avère que chez mes voisins, un homme a défoncé leur porte. Il a tué le mari et ligoté sa femme.
La deuxième épouse de mon grand-père était somnambule, du genre à sortir du lit et faire des choses, comme préparer un sandwich dans la cuisine. Mon grand-père a l'habitude, et chaque fois qu'il se réveillait au milieu de la nuit, et qu'elle n'était pas à côté de lui, il allait la chercher, et la ramener doucement au lit, sans la réveiller, tout comme on lui avait conseillé. Mais une nuit, il se réveille et constate qu'elle n'est pas couchée dans son lit, mais qu'elle était assise sur le bord du lit, le dos tourné vers lui. Il l'appelle pour lui demander ce qui ne va pas, mais elle ne répond pas, et il se rend compte qu'elle doit être en train de dormir. Il voit bien qu'elle fait quelque chose, qu'elle tient quelque chose sur ses genoux, mais il ne voit pas ce que c'est. Il se redresse, regarde par-dessus son épaule, et voit ce qu'elle est en train de faire, toujours dans son sommeil. Elle mettait des balles dans son revolver. Un de mes amis était coursier à vélo à Chicago. Il était turbulent, même pour ce type de travail. Il était connu pour donner des coups de pied aux voitures qui lui coupaient la route, et d'autres choses. Il y a une dizaine d'années, il a apparemment eu une altercation avec le conducteur d'un 4x4. Le conducteur l'a littéralement renversé et lui a roulé dessus. Le type s'est alors enfui. Personne n'a réussi à obtenir le numéro de sa plaque, ou même une bonne description du véhicule ou du conducteur. Quand les ambulanciers sont arrivés, ils ont retourné mon ami, qui était maintenant décédé, et voient qu'il tient la plaque d'immatriculation du type dans ses bras, comme un ballon de football. J'ai des frissons, rien qu'en écrivant ça. L'histoire la plus terrifiante que j'ai jamais entendue est celle de la jeune fille qui s'est perdue dans les catacombes d'Odessa en 2005. Imaginez la prise de conscience. Vous avez beaucoup bu et vous vous êtes perdu seul dans une série de tunnels géants, un véritable labyrinthe souterrain. La batterie de votre téléphone finit par s'épuiser et vous vous retrouvez dans l'obscurité totale, à tâtonner le long de murs froids et humides. Un silence assourdissant vous entoure, rompu uniquement par vos bruits de pas et vos sanglots. Vous n'avez d'autre compagnie que vos peurs, vos regrets et la question de savoir comment vous en êtes arrivé là, alors que, quelques heures auparavant, vous faisiez la fête avec des amis dans une rave souterraine. Les jours se succèdent et vos appels dans l'obscurité restent sans réponse. Votre espoir d'être sauvé commence à diminuer peu à peu. Personne n'écoute vos prières. Vous êtes assoiffé, affamé, terrifié et épuisé. Vous réalisez peu à peu que c'est ici que vous allez mourir. Vous passez par la colère, le déni, mais maintenant, vous êtes trop fatigué, trop étourdi, et votre tête n'arrête pas de palpiter. La déshydratation finit par prendre le dessus. Vous vous effondrez, et votre corps n'est retrouvé que 2 ans plus tard. Je travaillais dans une usine de traitement de gaz, près de Fort Saskatchewan, en Alberta. L'usine était située au nord, et on allait déjeuner dans les petites villes de la région. Je crois qu'on était à Gibbons, ou à Redwater, et on est entré dans un restaurant en bois, d'apparence normale. À l'intérieur se trouvait un immense saloon, du style Old West. Il n'y avait personne, mais c'était plein de décors. Il y avait une scène, plusieurs bars et tout le reste. Il n'y avait qu'une seule personne qui y travaillait. Le service était minable,
avec uniquement de l'argent liquide, ce genre de choses. Cet espace aurait pu accueillir toute la ville, et il y aurait encore de la place. Pourquoi construire un lieu pouvant accueillir 400 personnes dans une ville de seulement 200 habitants? L'autre chose de vraiment bizarre, c'est qu'au moment du changement d'équipe, il y avait des camionnettes avec des stripteaseuses à l'arrière, qui dansaient pour faire de la pub pour les établissements locaux. Les gens qui passaient par là leur lançaient de la petite monnaie. Pauvres filles. Cette histoire me fait encore froid dans le dos, plus de 10 ans après. Au fin fond du désert, quelque part près de Chaco Canyon, au nord du Nouveau-Mexique, mes amis et moi y avons fait du camping pour fêter la fin du lycée. On avait entendu dire que c'était un endroit où il y avait souvent des ovnis, et on était tous des fans de X-Files à l'époque. Donc, on avait pensé que ce serait une aventure amusante. Mais au final, ça a été une expérience horrible pour diverses raisons. Et nous sommes partis très tôt, avant le lever du soleil. L'accès au camping se fait par un long chemin de terre qui mène à la route principale et à une grande station-service, soit environ 45 minutes de route. Il faisait nuit noire et on a donc roulé très lentement. Malgré tout, au bout d'une heure, on a commencé à se demander pourquoi il nous fallait tant de temps pour rejoindre la route principale. On a continué à rouler pendant presque 2 heures, et la route était toujours aussi noire. C'était comme si la seule chose qui existait était les 3 mètres devant notre voiture, éclairée par nos phares. Nos téléphones ne marchaient pas, mais nos montres ainsi que l'horloge de la voiture indiquaient toutes 7h30 du matin. C'était le mois de juillet, et il faisait toujours nuit noire dehors. La lune était encore bien visible, et il n'y avait aucun signe du lever du soleil. On commençait à paniquer, quand on a soudain vu un tas de lumière au loin, et on a immédiatement été soulagé, pensant qu'il s'agissait de la station-service et de la route principale. Mais ce n'était pas le cas. Tout à coup, le chemin de terre s'est transformé en une chaussée noire et lisse, comme neuve. Les lumières provenaient de ce qui semblait être 2 rangées de 6 maisons, chacune. Elles étaient toutes presque identiques. Elles étaient peintes d'un blanc immaculé, et toutes les lumières étaient allumées. Mais les maisons étaient complètement vides. Pas de meubles, pas d'habitants. Des voitures étaient garées devant chaque maison, mais il n'y avait personne en vue. Pas une âme. Il y avait un énorme château d'eau derrière les maisons, mais on ne pouvait pas lire ce qui était écrit dessus, parce qu'il faisait si sombre. Ce n'était qu'une ombre, énorme et noire. On s'est arrêté brièvement, et on a pensé à essayer de trouver quelqu'un à qui demander notre chemin. Mais on avait tous un très mauvais pressentiment. On a donc décidé de repartir au plus vite. Une fois que nous avions quitté cette fausse petite ville étrange, le soleil s'est enfin levé, et nos téléphones ont retrouvé le réseau. Nos montres indiquaient encore 7h30, alors qu'au moins 1 heure ou 2 s'étaient écoulées depuis. On est retourné à la station-service, et on a acheté une carte pour essayer de comprendre quelle était la ville qu'on venait de traverser. Et on a même demandé au pompiste s'il savait quelque chose à ce sujet. Mais d'après la carte qu'on venait d'acheter, ainsi que ce que cette personne nous a dit, la ville n'existait pas. Il n'y avait aucune trace de ces maisons. Le personnel de la station-service nous a regardés comme si on était perdus, ou même cinglés. On est remonté dans la voiture et on a repris la route pour aller chez nous, dans un silence de mort. Tout le monde a perdu contact maintenant, après 10 ans. Je ne me souviens pas de la ville en Arizona, parce que j'étais plus jeune. Mais on s'est arrêté dans un café, qui, je le jure, s'appelait quelque chose du style le Looney Tunes Café. Ou alors, il s'agit simplement de la façon dont je m'en rappelle.
Quoi qu'il en soit, j'ai eu une drôle d'impression au moment où je suis entré. Il y avait des dessins de Looney Tunes sur les murs, mais ils étaient tous bizarres. Et il y avait aussi des personnages de Looney Tunes empaillés, qui étaient très étranges. Ce n'étaient pas des peluches, ça ressemblait plus à des épouvantails. Les têtes n'étaient pas assorties avec le reste du corps, et leur position était bizarre. Notre serveuse n'arrêtait pas de mettre ses mains sur mes épaules. J'avais 11 ans à ce moment-là, et elle insistait sans cesse pour que j'aille aux toilettes. Je n'ai jamais compris pourquoi. C'était un endroit étrange que je n'ai jamais pu retrouver. Ça s'est passé aux alentours de 2002. Ma famille s'est arrêtée dans une station-service près de Cross Creek, en Floride. Cette station était en grande partie entourée d'une grande forêt. Lorsque ma mère s'est apprêtée à payer la caissière, elle a soudain pris un air paniqué et s'est alors précipitée vers la voiture. Elle nous a raconté que la femme âgée, qui tenait la caisse, lui avait dit en grommelant « On n'aime pas les étrangers ici. Il vaudrait mieux que vous quittiez la ville. Vous ne devriez pas être ici, après la tombée de la nuit. » Je ne suis pas sûr de ce que signifiait ce commentaire sur les étrangers, puisque notre plaque d'immatriculation indiquait clairement qu'on vivait à moins de 50 km de là. Quand j'avais 20 ans, c'était avant l'arrivée de Google Maps. Les gens devaient souvent imprimer leurs itinéraires. On était en route depuis l'est du Tennessee, en direction de Pensacola, en Floride. La route passe par l'Alabama et tourne ensuite vers le sud, à Birmingham, si je me souviens bien. On a manqué le virage vers le sud et on ne l'a réalisé que lorsque nous étions presque dans le Mississippi. On a donc sorti notre vieille carte en papier et on a décidé de prendre la route nationale qui traverse l'état du Mississippi. On avait le temps, alors on s'est dit pourquoi pas. La route traverse l'état de part en part. La plupart du temps, le décor n'avait rien de bien étonnant, juste un tas de petites villes qui se succèdent les unes aux autres. On devait bientôt faire le plein d'essence et on est arrivé dans une petite ville appelée Shubuta. Je m'en souviens encore parce que le nom était amusant. Cette ville n'a pas changé depuis 1966. C'était comme une sorte de capsule temporelle. On s'est arrêté à la station-service et on a vu que les pompes étaient à l'ancienne. On enclenche la poignée et il y a une roue qui tourne pour le compteur. Il n'y a rien d'électrique. Le paiement se fait à l'avance, uniquement en cash, pas de carte bancaire. On rentre à l'intérieur et on constate qu'il n'y a pas de clim et pas de distributeur de boissons. C'est une vieille station-service familiale. Un gros type était assis à côté d'un énorme ventilateur pour se rafraîchir de la chaleur. Et un autre gars était derrière le comptoir. Il nous dévisageait comme des étrangers. Le gros type nous a demandé où on allait. Sa voix était un marmonnement, avec un accent du sud que même un gars du Texas ne pourrait pas comprendre. L'autre homme a pris notre argent et j'ai acheté une chemise pour la route. Il n'y avait pas d'autre taille que XXL, ce qui était vraiment bizarre. Tout ça semblait étrange. On a tous les deux fait la remarque et on a commencé à faire plus attention. Il n'y avait pas de fast-food, juste quelques feux rouges et de vieilles églises. J'ai eu l'impression de revenir dans le passé. C'est un endroit bizarre et lugubre. Il donnait l'impression que si vous aviez eu la malchance d'y naître, vous n'alliez jamais le quitter. Ce n'était pas ce genre de ville sympa du sud des États-Unis, mais le genre de ville où les habitants lynchent les gens de couleur lorsqu'ils se perdent en route. Ça s'est passé aux alentours de 2005.
Il y a une dizaine d'années, sous l'emprise de la stupidité de la jeunesse, mon petit ami de l'époque et moi sommes allés faire une balade nocturne. On a commencé vers 22h. On a passé le temps en se parlant et en se racontant des histoires effrayantes. On n'avait pas de destination précise en tête. Quand on arrivait à un virage, c'était pile ou face pour décider si on tournait à gauche ou à droite. On a pris un chemin de terre au hasard. Après quelques minutes, on a trouvé un oiseau mort sur le bord de la route. C'était triste, mais pas anodin. On a continué. Quelques minutes plus tard, on a trouvé un chat mort. Encore une fois, c'est triste, mais pas inhabituel. Alors, on a continué. Quelques instants plus tard, on trouve un renard mort. Puis, le corps de quelque chose qui ressemble à un gros chien. Ok, ça commence à devenir bizarre. On a remarqué que ces animaux devaient tous avoir perdu la vie récemment. Leur corps n'était pas encore en décomposition. On a aussi remarqué qu'ils devenaient de plus en plus gros, au fur et à mesure qu'on s'enfonçait dans la forêt. On devenait de plus en plus mal à l'aise. Stupidement, on n'y a pas prêté beaucoup d'attention. On a continué, jusqu'à ce qu'on tombe nez à nez avec un kangourou mort en plein milieu de la route. Au moment où nos phares ont illuminé sa dépouille, une ombre qui m'a semblé immense s'est précipitée vers la forêt et a disparu derrière les arbres. Les poils de mes bras se sont dressés. Mon copain a fait demi-tour et on a pris la fuite. Quand on est revenu sur la route principale, il m'a demandé de prendre son GPS sur la banquette arrière et de le guider vers la maison. Ce souvenir me donne encore la chair de poule. Je jure que j'étais perdu dans le monde de Silent Hill. Je suis allé me promener dans ma nouvelle ville et je me suis perdu pendant une bonne vingtaine de minutes. Je me souviens même avoir juré que cette route n'était pas là avant, alors même que je marchais dessus. Je suis revenu et ma mère m'a engueulé parce qu'elle pensait que j'étais parti pendant longtemps. J'avais l'impression d'être dehors pendant seulement 20 minutes, mais elle a dit que j'étais resté dehors pendant au moins 2 heures. On s'est disputé parce que je savais que je n'étais parti que 20 minutes, mais elle a insisté. Pour elle, ce n'était vraiment pas le cas. Elle m'a demandé où j'étais et je lui ai indiqué la route précise. Je ne me souviens plus du nom aujourd'hui, mais ma mère m'a dit qu'il n'y avait pas de rue qui portait ce nom. Le lendemain, j'ai retracé mon chemin et à mon effroi, la route n'était plus là. C'est difficile de décrire le sentiment de terreur que j'ai ressenti. J'ai également commencé à faire des cauchemars et à avoir des terreurs nocturnes après cet incident. J'ai toujours fait des cauchemars, mais quand j'étais très jeune, je faisais le même cauchemar récurrent. Je me retrouvais dans la maison de ma grand-mère. Il faisait sombre et froid. Je marchais lentement jusqu'à un couloir. Au bout d'un moment, le froid devenait insoutenable et un homme immense, vêtu complètement en noir, s'approchait de moi. Je n'ai jamais pu voir son visage, mais je savais qu'il me regardait. Je restais coincé dans ce rêve, avec l'impression de ne pas pouvoir respirer ou m'échapper. Lorsque j'en ai finalement parlé à ma mère, après des mois, elle a éclaté en sanglots. Elle m'a dit qu'elle faisait le même rêve, exactement au même endroit, la maison de ma grand-mère. Et ce, depuis qu'elle était enfant. Plus étrange encore, elle a dit à sa mère qu'elle faisait ce rêve lorsqu'elle était enfant. Et elle a appris que ma grand-mère aussi faisait ce rêve avant elle. Je n'ai pas fait ce rêve depuis des années. J'ai 26 ans maintenant, mais j'ai toujours peur de cette maison, et je me sens mal quand j'y pense la nuit.
Ça s'est passé quand j'avais 9 ou 10 ans. Je rentrais à pied de la maison d'un ami. C'était à environ 3 pâtés de maison de chez moi. Une voiture s'est arrêtée à côté de moi, et 2 hommes à l'intérieur ont essayé de me faire monter avec eux. Ma grand-mère m'avait dit que si quelque chose comme ça m'arrivait, je devais courir aussi vite que possible, et commencer à crier à l'aide, tout en cherchant des adultes. C'est ce que j'ai fait, mais l'un des hommes est descendu et m'a suivi en courant. J'ai vu une maison où il y avait 5 ou 6 personnes sur le porche arrière. Alors j'ai couru vers eux, terrorisé, et je leur ai dit que des hommes essayaient de me kidnapper. Je dois avouer que je leur ai donné une peur bleue, en faisant irruption dans leur jardin en criant. Quand ils ont compris ce qui se passait, ils m'ont demandé à quoi ressemblaient les hommes et la voiture, et 2 gars sont partis à leur recherche. Ils n'ont pas réussi à les rattraper, mais ils ont vu la voiture qui s'éloignait à toute allure. Ils ont appelé la police et ma mère est venue me chercher. Un homme qui vivait dans ma rue faisait des allers-retours avec un chariot de supermarché. J'étais dans la cour pendant que mon père jardinait et on l'a vu venir. Alors je suis rentré à l'intérieur. J'avais 9 ans à l'époque. Il s'est arrêté pour discuter avec mon père et il lui a dit qu'il avait de jolies petites filles. Mon père s'est naturellement mis sur la défensive et il a dit à l'homme « Il n'y a pas de filles qui vivent ici. Allez-vous-en. » Ce à quoi l'homme a répondu « Oh, je crois que si. » Il a ensuite souri à mon père avant de poursuivre son chemin. Ce n'était pas vraiment effrayant, mais bizarre. Lorsque j'étais enfant, vers 2004, j'étais avec mon cousin, en train de jouer avec des figurines de joueurs brésiliens de la Coupe du Monde de 1998. On était dans le salon, mais on voulait aller jouer au foot sur un terrain près de chez moi. Et mon grand-père a accepté de nous y emmener. On est resté dehors un moment. Lorsque nous sommes rentrés, on a découvert que la maison avait été cambriolée. C'était un grand bazar. Les vêtements par terre, tous les tiroirs ouverts, les sacs à main, les bijoux, les chaussures éparpillées. Mais il y avait quelque chose de vraiment bizarre dans ce cambriolage. Nos jouets étaient disposés en cercle au milieu du salon, avec Dunga au centre. Pendant le cambriolage, l'un des voleurs s'est arrêté et il a organisé mes jouets de cette façon. C'était bizarre en soi, mais 2 ou 3 ans plus tard, Dunga est devenu l'entraîneur principal de l'équipe brésilienne, et je me suis souvenu de la façon dont mes jouets étaient exposés. J'avais 6 ans. Ma sœur avait 1 an et elle portait encore des couches. On avait une nounou, Christine, qui ne vivait pas avec nous, mais qui était là tous les jours. Parfois, son fils adulte passait l'après-midi pour lui dire bonjour. Un jour, une pièce d'or que mon beau-père avait offerte à ma mère a disparu. Ma mère et Christine ont passé des jours à la chercher, pensant que ma sœur l'avait peut-être mise dans sa couche, ou quelque chose du genre, et qu'elle avait été jetée. Elles ont finalement abandonné les recherches. Un jour, Christine a emprunté notre voiture, ce qu'elle faisait souvent. Elle est rentrée chez elle, et le lendemain, elle n'est pas revenue. Son fils est venu rendre la voiture, et s'est assis avec moi. Il a mis ma petite sœur sur ses genoux, tandis qu'on se demandait où était sa mère. On ne l'a jamais revue. Un jour ou 2 plus tard, la police a demandé à ma mère de se présenter au médecin légiste pour identifier le corps de Christine. Après le procès, on a découvert les détails. Elle était rentrée chez elle, ce jour-là, et elle avait trouvé son fils en train de ciseler la pièce d'or perdue.
Il essayait de la faire rentrer dans sa boucle de ceinture. Ils se sont disputés. La situation s'est envenimée et il a tué sa mère. Il a ensuite enveloppé son corps dans du plastique et il l'a fourré dans le coffre de notre voiture. Il l'a emmené à la campagne et il l'a simplement abandonné sur le bord de la route. Des détectives sont venus chez nous et ils ont demandé à ma mère d'ouvrir le coffre de sa voiture. Le coffre était plein de sang séché. Bien sûr, tout ça s'est passé avant qu'il ne vienne chez nous et ne s'assoie avec ma petite sœur et moi. Pendant longtemps, il nous a écrit des lettres depuis sa cellule. Je crois qu'il a été libéré sur parole il y a une dizaine d'années. Mais on vit maintenant à l'autre bout du pays. Je ne pense pas souvent à cette histoire parce que j'étais si jeune. Mais la pièce d'or a été rendue à ma mère, qui en a fait un collier. Elle porte encore les marques du ciseau. L'un des enfants de la voisine n'arrêtait pas de me demander si je savais utiliser des allumettes. Sa mère nous gardait, mon frère et moi, pendant que nos parents étaient au travail, et je la voyais donc assez souvent. Elle me faisait monter à l'étage pour me montrer comment allumer un feu. Je n'osais pas en parler à qui que ce soit, parce que je ne voulais pas avoir d'ennui. Un jour, cette fille a fini par brûler la maison entière en mettant le feu à son matelas. Heureusement, ni elle ni sa mère n'ont été blessées. Il s'est avéré que son père l'avait maltraitée et qu'elle se comportait mal à cause de ça. J'espère qu'elle va bien maintenant. Ça s'est passé au début des années 2000, dans une région rurale de Kenosha, dans le Wisconsin. Ma sœur et moi passions la nuit chez mes grands-parents, comme on le faisait souvent. Il n'était pas rare que nos parents passent nous voir lors de ces soirées pyjama, parce que toute la famille vivait à proximité les uns des autres et passait souvent du temps ensemble. J'étais très jeune, mais je me souviens que lors de cette soirée pyjama, mes parents n'étaient pas censés passer, parce qu'ils avaient des projets précis pour la nuit. Ma sœur et moi étions donc dans la cuisine, en train de manger des macaronis au fromage, alors que le soleil était sur le point de se coucher. La cuisine se trouvait à l'avant de la maison, à côté de la porte d'entrée, qui, à cette époque de l'année, était toujours ouverte, et la fenêtre de l'évier permettait de voir le jardin de devant. Mes parents étaient, et sont toujours malheureusement, de gros fumeurs. J'ai jeté un œil par la porte, et dans l'obscurité totale, j'ai vu la lueur familière d'une cigarette allumée, que quelqu'un fumait à l'extérieur. La silhouette ressemblait à celle d'un homme, et j'ai tout de suite pensé qu'il s'agissait de mon père. J'ai crié « Papa !» et j'ai voulu ouvrir la porte. Ma grand-mère m'a heureusement intercepté, parce que l'homme à la porte n'était pas mon père. En fait, ce n'était pas juste une seule personne, mais un groupe d'hommes qui entouraient la maison. Je sais maintenant qu'ils étaient en train d'étudier la maison, en vue d'un éventuel cambriolage. Ma grand-mère a claqué la porte et les a fait partir en les menaçant d'appeler la police. Toute cette histoire m'a terrifié et a fait naître en moi une peur profonde des monstres qui se cachent dans l'obscurité. J'avais 8 ans, et c'était quelques jours avant mon 9e anniversaire. Notre chat, Sylvestre, est revenu d'entre les morts. Il s'est battu avec des coyotes et avait été grièvement blessé. Les adultes ont décidé qu'il devait être euthanasié. J'étais inconsolable, mais comme j'ai vécu toute ma vie à la ferme, je savais que c'était la meilleure chose à faire. Papa l'a donc emmené dans les bois, l'a abattu et l'a enterré. Pour mon anniversaire, j'ai fait le souhait d'avoir un nouveau chat, en soufflant les bougies. Quelques jours après mon anniversaire, je suis sorti le matin pour nourrir les animaux dont j'étais responsable.
Et alors que je rentrais à la maison, je l'ai vu. Sylvestre était sous le porche et mangeait dans la gamelle du chien. Il était sale et il avait une blessure par balle, mais elle semblait en voie de guérison. J'ai couru à l'intérieur et j'ai dit à ma mère et à mes frères que Sylvestre est de retour. Ma mère m'a reproché d'inventer des histoires pour effrayer mes frères, mais elle a regardé par la porte et elle l'a vu de ses propres yeux. Sylvestre a vécu encore 10 ans après ça. Après sa réapparition sous le porche, il était le chat de ferme le plus gâté au monde. Il y a des années de ça, j'étais agent de sécurité dans un hôpital. Un soir, alors que je faisais ma ronde, je suis entré dans l'aile de chirurgie et je marchais dans un couloir. À ce moment, j'ai vu un médecin qui regardait le tableau blanc où toutes les interventions chirurgicales programmées étaient inscrites. J'ai dit « Bonsoir docteur » et j'ai continué à marcher. Le médecin n'a pas répondu. Il a continué à étudier le tableau. Lorsque je suis retourné au bureau de sécurité, j'ai raconté à l'un des gars qui est là depuis des années que j'avais salué ce médecin, mais qu'il n'avait pas répondu. J'ai demandé si c'était le type dont on m'avait dit de me méfier. Il m'a demandé où je l'avais vu, et j'ai répondu « dans le service de chirurgie ». Il m'a fait un sourire en coin. Il m'a ensuite expliqué que le service de chirurgie fermait à 21h, et que tous les patients étaient transférés dans les services surveillés. Il ne devrait donc y avoir personne. Il m'a ensuite demandé si ce médecin utilisait le tableau des horaires. J'ai répondu oui, et il m'a alors dit que je venais de rencontrer Dr Lucetti. Apparemment, il y a de nombreuses années, il est monté sur l'héliport et a sauté du bâtiment. Mais il semble qu'il n'a jamais vraiment cessé de travailler ici. J'étais médecin débutant et j'avais la garde de nuit. On m'a appelé pour vérifier un décès. On entre dans la salle privée. L'endroit est sinistre. C'est une pièce un peu sombre. Le patient est allongé. C'est un vieil homme et il avait l'air paisible. Je commence mes vérifications. Je sors mon stéthoscope. Aucun signe de respiration, pas de bruit cardiaque. Je frotte le sternum pour obtenir une réponse. Aucune. Il est temps de me rapprocher et de vérifier le système nerveux pour tout signe de vie. Je soulève les paupières, j'attrape ma torche et je me rapproche du patient. C'est à ce moment-là que ça se passe. Le patient se redresse. Son visage est maintenant à quelques centimètres du mien. Je crie. Les infirmières se précipitent dans la salle et me demandent ce qui s'est passé. C'était quoi ce bruit? Pourquoi t'es si pâle? On dirait que t'as vu un fantôme. C'est alors que je réalise que je me suis trop penché et que ma jambe a touché les commandes du lit, ce qui l'a soulevé. Les infirmières n'ont pas arrêté de rire, mais elles m'ont proposé une tasse de thé. J'ai travaillé dans le domaine de l'hospice, dans les soins palliatifs et les soins de longue durée. Le phénomène le plus effrayant dont j'ai jamais entendu parler dans ce job était l'homme dans le coin. Ça arrive tout le temps aux personnes en fin de vie. Ils aperçoivent une ombre dans un coin sombre de leur chambre. Mon grand-père était extrêmement malade pendant les jours qui ont précédé sa mort. Il avait bossé dans la construction avec de l'amiante pendant toute sa vie professionnelle et il en avait gardé une forme extrêmement débilitante. Mais durant ces derniers jours, il ne pouvait plus parler ou même communiquer.
Le jour de sa mort, il a regardé ma mère et lui a dit « L'ange est de retour ». Ma mère a été stupéfaite. Elle a demandé ce qu'il voulait dire et il a répondu « L'ange est revenu et cette fois, il veut que je vienne avec lui ». Ma mère a suivi son regard et a observé le coin de la pièce. Puis elle s'est retournée vers lui et lui a dit « Papa, il n'y a personne ». Il n'a pas répondu. Il est mort cette nuit-là. C'était il y a 20 ans et ma mère n'en a plus jamais parlé. Elle m'a raconté l'histoire quand j'ai eu l'âge de comprendre, comme elle l'avait fait pour mes frères. Mais ma sœur n'a jamais atteint l'âge où elle était assez grande pour comprendre. Elle a succombé à sa maladie à l'âge de 7 ans, après l'avoir combattue toute sa vie. Les jours précédant sa mort, elle ne cessait de parler de ce papillon qui lui rendait visite. Mes frères et moi restions assis avec elle et on hochait la tête quand elle en parlait. On pensait qu'elle avait développé cet ami imaginaire pour l'aider à surmonter cette épreuve. Un jour, elle s'est redressée et nous a dit « Le papillon est de retour et il veut que je le suive ». J'ai vu le visage de ma mère se décomposer. Elle avait pris la décision de ne pas dire à ma sœur qu'elle était en train de mourir. Et ma sœur croyait simplement qu'elle traversait une mauvaise passe, comme elle le faisait souvent, et non pas que les médecins avaient dit à ma mère qu'elle était en phase terminale. Mais ma sœur a dit, dans la seconde qui a suivi, « Je vais mourir, n'est-ce pas? C'est ce qu'a dit le papillon. Il m'a dit que j'allais mourir. » Ma mère lui a avoué que oui, elle allait mourir. Elle a dit « Oh, d'accord. » Puis elle s'est rallongée et s'est endormie. Elle est morte ce soir-là. Mes frères, ma mère et moi étions tous rassemblés autour d'elle. Je ne sais pas si je crois à la vie après la mort, mais je pense qu'il doit y avoir quelque chose, et qu'il y a une part de vérité derrière la légende de la faucheuse. Qu'à un moment donné, quelque chose vient nous accompagner pour le voyage ultime. Sinon, je n'ai aucun moyen d'accepter ce que j'ai vécu. Ce n'est pas mon histoire, mais celle d'un collègue. On est tous les deux pompiers. Il m'a raconté qu'il était tombé sur un cadavre dans un bâtiment calciné, sombre et plein de fumée. Ça s'est passé pendant les opérations de nettoyage de la lutte contre les incendies. Le problème, c'est qu'il l'a trouvé en marchant dessus. Ça arrive parfois, malheureusement. S'ils sont toujours intacts, tout va bien. S'ils sont grillés, les pompiers peuvent souvent les écraser sous leurs bottes lourdes. Eh bien, mon collègue a mis les pieds sur le sternum d'un cadavre gravement brûlé. Il y a eu un craquement et sa botte est passée à travers la cage thoracique. Quand il a essayé de retirer son pied, il est resté coincé entre les côtes et le corps s'est retourné vers lui. Ses bras calcinés se sont agités dans tous les sens. Il lui a fallu plusieurs tentatives pour retirer sa jambe de cette masse qui était un être humain il y a pas si longtemps et qui ressemblait maintenant à un zombie. Après ça, il a eu besoin de prendre rendez-vous chez le psy. Le pauvre. J'ai plusieurs anecdotes qui remontent à l'époque où je travaillais comme technicien en transport mortuaire. Mon travail consistait essentiellement à transporter les défunts d'un endroit à l'autre, et il s'avère que les morts peuvent avoir beaucoup de rendez-vous. Une fois, j'ai vécu une expérience que je n'ai jamais oubliée. Je déposais quelqu'un au centre de dons pour la science. C'est là que vous donnez votre corps pour la recherche scientifique, et qu'ils le prennent en charge. Direction la chambre froide. J'ai fait entrer le défunt sur un brancard à roulettes. J'ai déverrouillé et préparé le congélateur médical. J'ai placé le corps sur la planche
activé l'ascenseur et je l'ai placé à l'intérieur. Ce qui est intéressant avec ce congélateur, c'est que la plupart des produits, une fois traités, sont enveloppés dans des pochettes bleues et on pouvait vraiment tout savoir de ce qu'il y avait à l'intérieur. Jambes, mains, torse, etc. Cela m'a semblé intéressant à l'époque. Quoi qu'il en soit, j'ai verrouillé le congélateur et j'ai commencé à rouler le brancard jusqu'à la porte du garage. La zone de dépôt et de traitement des données scientifiques avait la forme d'un grand L, avec le congélateur dans la partie la plus longue, et dans le coin, il y avait des bureaux, des classeurs et tout le reste. J'ai failli avoir une crise cardiaque lorsque je suis allé dans cette partie de la salle. J'ai vu ce type, debout, en train d'examiner des dossiers dans l'armoire. Il ressemblait à n'importe quelle personne normale. Il était habillé de façon moderne, mais ses habits ne correspondaient pas à ce que les gens portent normalement dans cet établissement. Je me suis arrêté et je lui ai dit « Pardon, mais vous avez failli me donner une crise cardiaque ». Il n'avait pas l'air de m'avoir entendu, ni même de savoir que j'étais là. Je dois préciser que je n'avais jamais vu personne à cet endroit, à une heure aussi tardive. J'ai donc dit « Ok, désolé si je vous ai surpris, ou quoi que ce soit ». Et j'ai continué mon travail. J'ai remis le brancard dans la camionnette, j'ai fermé et verrouillé la grande porte du garage depuis l'intérieur, pendant que le type était resté immobile, à fixer un dossier devant lui, sans me prêter la moindre attention. Je lui ai dit que j'allais aux toilettes et que je reviendrais tout de suite. Là encore, pas de réponse. Je me suis dit qu'il était peut-être tout simplement sourd et qu'il ne m'entendait pas du tout. Je suis donc allé dans la salle de bain et je suis revenu dans le garage pour constater que le type était parti, mais que le classeur était toujours ouvert. Je ne savais pas où il était allé et je n'avais entendu personne marcher dans le couloir près de la salle de bain. J'ai vérifié que tout ce dont j'étais responsable était encore fermé à clé, et c'était le cas. J'ai donc annoncé que j'allais partir et j'ai fermé à clé pour activer le système d'alarme. Toujours pas de réponse. Tant pis, je suis parti. Je ne sais pas qui était cet homme, ni ce qu'il faisait là si tard, mais c'était une expérience étrange, dont je me souviens encore parfaitement. J'ai quelques autres souvenirs de mon travail, si quelqu'un d'autre veut les entendre, mais rien de comparable à ce que je viens de vous raconter. J'ai des dizaines d'histoires qui sont plus grotesques que ce que je vais vous raconter. Mais il y a quelque chose qui me dérange dans celle-ci. Je travaillais dans une morgue et je devais aller chercher le corps d'un homme au bureau du médecin légiste. Pour faire ça, du moins dans ma région, vous prenez un reçu lorsqu'ils vous remettent le corps. Ce reçu contient la liste de tous les effets personnels du défunt. Lorsque j'ai ramené l'homme au bureau, j'ai ouvert le sac mortuaire pour m'assurer que tous les effets personnels s'y trouvaient et j'ai vérifié le reçu. Lorsque j'ai ouvert le sac, j'ai été stupéfait de constater que ce type me ressemblait presque trait pour trait. Il avait le même âge, les mêmes tatouages aux mêmes endroits, ainsi que les mêmes cheveux longs que moi. Et dans ses effets personnels, il avait les mêmes bijoux que moi. J'ai été tellement pris au dépourvu que je suis resté planté là, en pleine crise existentielle, jusqu'à ce que l'embaumeur arrive et me dise « Hey, comment ça se passe ?» C'est le seul cas qui m'a donné des cauchemars. J'ai fait un rêve récurrent, dans lequel c'est moi qui suis dans le sac mortuaire, et une personne qui me ressemble trait pour trait se tient debout devant mes yeux. J'ai travaillé dans une maison de retraite. Les résidents de certaines chambres se plaignaient de la présence d'un homme dans leur chambre pendant la nuit. Mais les hallucinations étaient courantes chez les personnes âgées. Alors, on n'y a jamais vraiment prêté attention.
Une nuit, je faisais le ménage dans la salle à manger. Cette salle avait des fenêtres immenses qui donnent sur le jardin. Il était environ 1 heure du matin. Il faisait donc nuit noire à l'extérieur, et l'éclairage à l'intérieur était vraiment faible. J'ai eu l'horrible impression d'être observé. J'ai donc levé les yeux, et dans le reflet de la fenêtre, j'ai vu un homme derrière moi. Il portait un costume marron, un chapeau melon, et un regard des plus cruels sur son visage. Il souriait, et sa bouche était immense, beaucoup trop grande pour une personne normale. Ça s'est passé en quelques secondes, et lorsque je me suis retourné, il n'y avait manifestement personne. Mais je n'oublierai jamais l'expression diabolique de son visage. Après cette expérience, j'ai commencé à prêter plus d'attention aux histoires des habitants. Et j'ai appris qu'ils avaient tous vu une figure qui ressemblait parfaitement à cette description. Apparemment, il aimait vraiment terroriser les gens. Ceci est une histoire vraie qui m'est arrivée à moi. Il y a 5 ans, j'ai répondu à un appel pour une urgence respiratoire. Alors qu'on sortait de la station, on nous a informé qu'il fallait accélérer les choses et que la personne ne réagissait plus. On arrive à cette maison délabrée et super flippante. Ce qui était si troublant dans cette maison, c'est son agencement et le fait qu'une famille très étrange vivait là. Ils étaient tous très pâles et sales et n'arrêtaient pas d'entrer et de sortir par des portes différentes. C'était très étrange et très inquiétant. Quoi qu'il en soit, après un peu de confusion, quelqu'un nous a dit que la patiente se trouve en haut des escaliers. On monte et on franchit la porte de la chambre. Elle est là, à moitié sous le lit et complètement nue. Elle ressemblait à la fille fantôme au début du film d'horreur The Ring. On commence alors à essayer de la réanimer. J'essaie de garder mon sang-froid. Je n'étais qu'un débutant à l'époque. Mais en regardant autour de moi, de plus en plus de choses me perturbent complètement. Des choses bizarres écrites sur les murs. Une odeur de merde et d'urine de chat. Il y avait des chats partout. Et des taches marron et rouges sur le matelas. Le moins qu'on puisse dire, c'est que la scène était déroutante. Quoi qu'il en soit, elle n'a pas survécu. Et nous avons dû réunir la famille, la police et les ambulanciers pour les informer qu'elle n'allait pas s'en sortir. Ce qui rend la chose si étrange, c'est que sa fille avait à peu près mon âge. J'avais 23 ans et qu'elle était manifestement très étrange. Et en plus, presque entièrement nue. Elle m'a vraiment fait peur, à cause de la façon dont elle fixait la pièce où se trouvait sa mère. Quelques jours plus tard, j'emmène ma petite amie de l'époque au restaurant. Je devais d'abord passer récupérer mon salaire avant la fermeture de la banque. Quand on est sorti, la nuit commençait tout juste à tomber. Je me rends compte qu'on était sur le point de passer devant la même maison, et je lui dis « Tu te souviens de la réanimation dont je t'ai parlé ? Celle qui était vraiment effrayante. On est sur le point de passer devant la maison. » En passant, je remarque que le matelas était sur le trottoir, avec les mêmes taches marron et rouges. Ma petite amie me fait remarquer que c'est en soi vraiment flippant et probablement illégal. Je lui dis alors que cette famille est littéralement le groupe de personnes le plus effrayant que j'ai jamais rencontré. On s'arrête, je prends mon chèque et on se rend à la banque. Maintenant, voici la partie qui m'hantera pour le reste de ma vie. Alors qu'on s'approche de la maison, je remarque que la fille se tient sur le trottoir. Elle fixait le matelas. Quand on est passé devant elle, elle relève sa tête et elle me fixe droit dans les yeux. C'était le regard le plus sinistre et le plus effrayant qui soit. Je jure que c'est arrivé au ralenti. La seule façon dont je peux décrire son expression est qu'elle avait l'air affamée. Je ne sais pas comment elle a su que c'était moi. Je conduisais ma voiture personnelle et c'était en heure de pointe. Alors il y avait des tas d'autres voitures en circulation à ce moment-là. Je savais que je n'imaginais rien non plus.
parce qu'elle avait aussi effrayé ma petite amie de l'époque. Quelques mois plus tard, la famille entière a déménagé. Quand mon oncle avait 4 ans, ses parents l'ont envoyé passer l'été chez sa tante. Comme il n'y avait pas vraiment d'enfants de son âge dans les environs, il s'est contenté de faire du vélo dans le quartier pour s'amuser. Un jour, il a roulé un peu trop loin et s'est perdu. Mais heureusement, une voiture s'est arrêtée et le conducteur lui a dit que ce n'était pas grave et qu'il le ramènerait à la maison, chez sa tante. Mon oncle a donc chargé son vélo dans la voiture et il est monté. L'homme a commencé à conduire et mon oncle, pensant qu'il s'agissait d'un ami de sa tante, n'a pas posé de questions. Ce n'est que lorsqu'ils ont tourné sur l'autoroute que mon oncle a commencé à demander à l'homme où ils allaient, parce que la maison de sa tante n'était pas près de l'autoroute. Cet homme ne lui a rien dit et il a continué à conduire jusqu'à ce qu'il s'arrête soudainement sur le côté de la route et a semblé réfléchir sérieusement à quelque chose. Il a ensuite fait demi-tour et a déposé mon oncle à l'entrée du quartier. Mon oncle a réalisé des années plus tard que cet homme avait tenté de le kidnapper et qu'il avait changé d'avis à la dernière minute. Ça fait froid dans le dos. Cette histoire se déroule un matin de juillet, en 1982. J'étais en retard à mon job de cuisinier, dans un country club de Cape Cod. Alors que je fonçais avec ma Jeep, sur les petites routes d'un quartier rural de la ville, j'ai pris un virage serré, au milieu d'un épais brouillard matinal. Et là, debout, au milieu de la route, il y avait un homme. Pâle et en sueur, il ne portait qu'un short et un sac à dos. J'ai donné un coup de volant à ma Jeep, ce qui m'a éjecté de la route. Je n'oublierai jamais son visage. Il regardait droit devant lui, me fixant droit dans les yeux, avec un air de maniaque. Sa bouche était ouverte, comme s'il criait, mais il n'y avait aucun son. Je suis sorti de la Jeep et j'ai couru vers l'arrière pour attraper le type, mais il avait disparu. Ce n'est que 10 ans plus tard que je l'ai revu, à la télévision. Il s'appelle Hayden Clark et c'est un tueur en série. C'est l'homme que j'avais vu ce matin-là, à Woods Hole. Je n'ai aucun doute là-dessus. On n'oublie pas un visage comme le sien. Ceci est l'histoire de mon père. Un jour, alors qu'il était jeune, entre 10 et 12 ans peut-être, il jouait dehors, près d'une petite rivière avec un ami. Il vivait dans le sud du Wisconsin, et donc il devait faire un froid de canard. Pendant qu'ils jouaient, ils ont remarqué quelque chose d'étrange dans l'eau. C'était un canoë chaviré, avec 2 gars qui s'accrochaient à la vie dans l'eau glacée. Il m'a raconté qu'ils étaient déjà devenus bleus et qu'ils pouvaient à peine parler. Mon père et son ami les sortent de là et leur sauvent la vie. C'était un événement important dans leur ville. Il y a même un article à ce sujet dans le journal local. Tout le monde était heureux. Ok, maintenant l'histoire suivante. Il s'est écoulé environ 5 ans après ces événements. Mon père sera à un concert à Chicago avec ce même copain dans sa nouvelle voiture. Bien sûr, ils étaient jeunes et stupides et c'était les années 70. Personne ne mettait sa ceinture. Alors qu'il passait devant un bar où se déroulait une grande fête, une caravane est sortie du parking. Le conducteur n'a manifestement pas regardé derrière lui, et il était probablement ivre aussi. Mon père a percuté cette caravane de plein fouet, et sa voiture a été détruite. Le fait qu'il ne portait pas de ceinture leur a sauvé la vie. La moitié inférieure de la voiture a été écrasée. L'accident les a propulsés vers l'avant et vers le haut. Heureusement,
Ni lui, ni son ami n'ont été touchés. Pas une égratignure, seulement un choc. Alors qu'ils sortent de la voiture et tentent de reprendre leur souffle, la bouteille de propane de la remorque explose et tout prend feu. 2 types sortent de la caravane en titubant, en flammes, en criant et en gémissant. Ils meurent sur place, devant tout le monde. Les gens du bar étaient sortis et s'étaient rassemblés autour d'eux. Il s'est avéré que ces 2 hommes étaient exactement les mêmes pêcheurs que mon père et son ami avaient sauvés il y a 5 ans. Tout ça est vrai. Je ne l'ai pas cru au début, mais il m'a montré les articles du journal, et mes grands-parents l'ont confirmé.